Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je suis Mia Keidi et je te souhaite la bienvenue dans Human Talks, le podcast qui met les relations humaines au cœur des conversations. Aujourd'hui, je reçois Emma avec qui nous allons échanger sur l'entrepreneuriat. Bienvenue Emma, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. En tout cas, merci à toi d'avoir répondu à mon invitation. Je vais te laisser te présenter premièrement pour les auditeurs. Moi, je m'appelle Hélène, Emma, pour ceux qui me connaissent par rapport à mon entreprise. Du coup, d'où le nom en fait Emagency, parce que du coup, mon prénom c'est Hélène Emmanuel. Et du coup, qui a fait Emma Agency, tout simplement mon prénom composé de Agency. Ok, voilà. Très bien. T'as quel âge, Emma? T'habites où? Tu viens d'où? Alors, j'ai 30 ans. Ok. Alors, du coup, moi, je suis de Montgeron. Je suis du 91. Bonjour le 91. C'est quoi, du coup, Emma Agency? Alors, Emma Agency, c'est une agence. D'accord. Du coup, qui propose des services de personal shopping et de conciergerie de luxe. Voilà. Ok, d'accord. Et Emma Agency, donc, existe depuis quand? Et vous êtes localisé où? Alors, ça existe depuis 2021. D'accord. Et on est localisé sur Paris. Ok, voilà. Très bien. Vos services sont à destination donc des particuliers et des professionnels ou uniquement des particuliers? Moi, quand j'ai commencé, du coup, Emma Agency, dans mes débuts, je m'occupais de tout ce qui était particulier. D'accord. Du coup, mais au fur et à mesure de la demande que j'ai pu avoir et du bouche à oreille, du coup, j'ai maintenant cette clientèle-là, du coup, les professionnels. Les professionnels, ouais, ok. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu en détail l'aspect donc personal shopping, t'as dit, et l'aspect conciergerie? Alors, le personal shopping, c'est tout ce qui est en rapport avec le service à la personne. Okay. Donc, du coup, on s'occupe vraiment de répondre aux besoins du client qui, par exemple, a besoin d'une pièce qu'il n'arrive pas à trouver ou un client qui n'a tout simplement pas le temps, en fait, d'aller en magasin, qui va nous solliciter pour aller lui faire son achat. D'accord. Voilà. Quand tu dis une pièce, c'est vraiment genre un vêtement ou un accessoire, une chaussure. Exactement. Ok, très bien. Ça, c'est pour la partie donc personnelle exactement. Shopping. À ne pas confondre avec styliste parce qu'il y en a beaucoup qui confondent styliste et personal shopper. Et c'est pas du tout la même chose, même si ça reste un milieu qui est assez similaire, mais c'est pas du tout la même chose. D'accord. Voilà. Toi, t'es pas là pour faire des looks pour les gens, t'es plutôt là pour acheter ce qu'ils te demandent. Voilà. Je peux être amenée à faire de l'accompagnement personnalisé, donc ça veut dire faire un look complet, mais ma spécialité, c'est pas vraiment le stylisme. Ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est pour la partie conciergerie? Alors, la partie conciergerie, c'est vraiment maintenant depuis 2 ans maintenant. D'accord. Que je peux dire que du coup, je suis une conciergerie. C'est vraiment en fait tout ce qui va être en rapport avec l'événementiel, des réservations de restaurants, Roland-Garros, parce que du coup, en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que mes clients en fait que j'avais me sollicitaient vraiment beaucoup pour tout ce qui est restaurant. Surtout au niveau des clients étrangers. Quand ils arrivaient sur Paris, ils étaient un peu perdus. Donc, du coup, avec le feeling, le lien qu'on a pu créer, la confiance, en fait, ils me demandaient certaines choses que je ne faisais pas avant, mais que maintenant, je peux proposer. D'accord. Ok, donc la partie conciergerie est vraiment née de la demande de tes clients. Exactement. Du côté personal shopping. De base, c'était pas quelque chose que j'envisageais de faire. Ok. Et au fil du temps, vu que j'ai eu de la demande, je me suis dit, en fait, pourquoi pas le proposer et faire de Emagency une conciergerie. Bien sûr. La demande était là, donc tu as fait que répondre finalement à la demande. Ok, c'est bon à savoir. En tout cas, moi, je suis jamais allée à Roland-Garros encore. Enfin, j'y suis allée pour le spectacle de Farid, mais j'aimerais bien voir un vrai match de tennis. Donc peut-être que je passerai par toi pour avoir des places. Du coup, qu'est-ce que tu as fait avant Emma Agency? Est-ce que tu as fait des études par rapport à cela? Alors oui, moi j'ai fait des études par rapport à mon cursus. J'ai commencé avec un bac pro commerce. Ok. Ensuite, j'ai fait un BTS MUC, Management des unités commerciales. Maintenant, je sais pas si ça existe. Maintenant, je crois que ça a changé. Parce que moi, à l'époque aussi, je fais BTS NRC, mais aujourd'hui, je sais que c'est NRDC. Ok. Et pour MUC, je sais plus, mais je sais que ça a changé aussi. Donc, du coup, voilà. Et après, j'ai fait une licence. Okay. Voilà. J'ai fait une licence marketing luxe. Voilà. D'accord, ok. Et en fait, c'est à la fin de ta licence que tu as créé direct Emma Agency ou tu as travaillé un petit peu? En fait, moi, j'ai commencé à travailler très tôt. À partir de l'âge de 16 ans. Ah oui. J'ai commencé à travaer. En fait, je voulais avoir mon indépendance. Ok. Clairement. Je suis quelqu'un, j'aime pas rester sans rien faire. Et j'ai toujours aimé les belles choses. Et du coup, pour avoir ces belles choses, il fallait que je travaille. Donc, du coup, on peut pas tout le temps demander
demander, voilà, on peut pas tout le temps demander à maman, papa. Et il fallait que j'ai mon propre argent pour m'offrir ce que je voulais. Et tu travaillais, tu faisais quoi par exemple à 16 ans? Tu travaillais où? Bah, en fait, j'ai commencé en tant qu'intérimaire. J'ai commencé en tant que conseillère de vente, je crois que j'étais chez Promode. D'accord. Mon tout premier job. Ensuite, Mango. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, en fait, voilà, moi, je sais que je veux rester dans ce mood-là, la mode, luxe, etc. C'est des choses qui m'ont toujours intéressée. Et pour évoluer, en fait, dans ce monde-là, parce que je savais que c'était très difficile, il fallait que j'ai de l'expérience. Donc, du coup, je voulais toucher un peu à tout et commencer par des petites écoles. Ça veut dire les petits magasins comme Promode, jusqu'à mon dernier job, je crois que c'était chez Marni, si je te dis pas de bêtises. Mais j'ai touché un peu à tout. Hein. J'ai été conseillère de vente, manager, visual merchandising. J'ai touché un peu à tout et j'ai aussi fait pas mal de maisons aussi. D'accord. Okay. Donc voilà, j'ai un bagage assez chargé qui m'ont permis aujourd'hui de voilà, mettre à profit en tout cas mes expériences. Ok. Et tes 3 années d'études, t'as fait de l'alternance ou c'était plutôt en initial? Non, c'était tout le temps en initial, mais j'ai eu des stages en fait durant mon cursus et à côté de ça, j'ai eu des jobs aussi étudiants. Ouais. D'accord. Donc quand t'as fini... Mais j'étais pas en alternance. Ok, quand t'as validé ta licence, du coup t'as travaillé dans une maison de luxe ou... Oui, j'ai eu en fait, faut dire aussi que j'ai eu des périodes creuses. D'accord. C'est pas toujours facile de trouver du coup des écoles, de les financer, etc. Donc aussi pour les financer, il faut travailler. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai eu des périodes creuses justement qui m'ont permis justement ces périodes creuses d'avoir aussi ces expériences-là. C'était un mal pour un bien en fait. Ok, voilà. D'accord. Et une fois que tu as validé ta licence, tu as pris un CDI direct derrière? Oui, j'avais pris un CDI justement pour mettre de côté, pour justement subvenir aussi à mes besoins. Parce que faut savoir que moi, j'étais une très grosse dépensière. Mais déjà, je suis congolaise, mais moi, j'étais j'étais une très, très grosse dépensière. Donc, j'aimais trop les belles choses. Je crois que même à chaque fois que j'avais mon salaire, c'était direct, je m'achetais une paire de chaussures. À l'époque, c'était les Zanotti qui étaient très en vogue et tout. Et ça pouvait pas manquer. À quel âge tu t'es acheté ta première paire de chaussures de luxe ou ton premier sac de luxe? Mon premier sac de luxe, je crois que je devais avoir peut-être 17 ans. Hein. Ah mais oui. mon premier achat de luxe, je me souviens, c'était des bottes de pluie Louis Vuitton. Je vais jamais oublier. Ouais, c'était mon premier achat de luxe. Ah oui, tu les as encore? Je les ai encore. Ah, ouais, je les ai encore. Et ça t'avait coûté combien, si tu t'en souviens? Je crois qu'à l'époque, elle coûtait dans les alentours de 400, quelque chose comme ça. D'accord. Je suis sûre qu'aujourd'hui, ça vaut... Non, aujourd'hui, elle vaut beaucoup plus. Beaucoup plus, d'accord. Donc, tu as fini ta licence, tu as fait une licence marketing de luxe. Exactement. Ensuite, donc, tu as pris un CDI. Tu es resté en CDI combien de temps? Alors moi, faut savoir que moi, dans mon objectif, vu que je voulais toucher un peu à tout, avoir des expériences un peu partout, je pouvais pas rester plus de 1 an dans une entreprise. Ah oui. Ouais. Et en fait, au final, parce que bon, ça paraît fou hein, quand tu te présentes devant un recruteur qui te dit mais dans votre CV vous restez jamais longtemps et ça donne pas bonne image. Après ça dépend du projet aussi. Ouais, et ça dépend du projet. Et en fait, j'avais tellement scellé mon projet, du coup, quand je l'expliquais, c'était cohérent. Mais c'est vrai que moi à l'époque, rester plus d'1 an dans une entreprise, je pouvais pas. Et en fait, c'est parce que j'avais un objectif derrière. Et au final, je regrette pas. Je sais que j'ai un parcours atypique, si je peux dire, mais je regrette pas d'avoir fait ces petites séquences. D'accord. Et tu as travaillé pendant combien de temps avant le lancement des magasins? La boîte, elle est née donc en 2021. Toi, tu as été diplômée en quelle année? Alors, mon bac, j'ai eu en... tu me poses des questions. Tu as travaillé combien de temps avant de lancer En fait, moi, j'ai eu des périodes creuses, mais il faut savoir que j'étais aussi employée quand je me suis lancée sur Emergency. J'étais pas complètement sortie du salariat. Du salariat, ouais. D'accord. J'étais pas complètement sortie du salariat. Et il faut savoir que avant de lancer Emergency, premier confinement, j'étais encore salariée. Et c'est dans le premier confinement que je suis partie faire ma formation sur l'entrepreneuriat à Dubaï. Ah oui, d'accord. Et c'est à mon retour de Dubaï que j'ai eu le déclic et je me suis dit, en fait, le salariat, c'est plus pour moi. Et pourquoi Dubaï? En fait, je voyais une pub qui passait sur tout ce qui est entrepreneuriat. En fait, un jour comme ça, j'étais sur mon téléphone, je voyais des propositions de formation et je me suis dit ce serait bien vu que j'ai rien à faire, c'est le confinement et tout. Pourquoi pas tenter et tout, etc. Apprendre de nouvelles choses. Moi, je connaissais pas l'entrepreneuriat, ça m'a jamais vraiment intéressée. Et du coup, à l'époque, j'ai comme mon ex, c'est lui qui avait financé mon projet.
projet, D'accord. Qui me dit, bah vas-y, tente, pourquoi pas, si tu veux, bah je te prends le billet et tout, etc. Essaye de te renseigner sur la formation. Et à l'époque, celle qui faisait la formation, elle s'appelle Nena, d'ailleurs. Business Academy, ça s'appelle, ça existe toujours. Ah ben oui, je crois que tu étais tombée dessus sur Instagram. Oui, je crois que j'ai déjà vu Business Academy. Et à l'époque, je me suis dit, mais peut-être que c'est une arnaque et tout, etc. Et j'ai échangé avec elle, elle m'a expliqué un peu comment ça se déroulait. Et en fait, incroyable. Et la formation, elle a duré combien de temps? La formation, elle a duré, je crois, si je te dis pas de bêtises, j'étais 2 semaines. 2 semaines? Ouais. On était logés, riz. D'accord. Ouais. Ok. Ils prenaient tout en charge. Ok, sauf le billet d'avion aussi. Ah, sauf le billet d'avion. Sauf le billet d'avion. Et tu te souviens à peu près, elle coûtait combien la formation? Je suppose que c'est plus les mêmes prix aujourd'hui. C'est peut-être plus les mêmes prix et je pense qu'elle propose plus Dubaï, elle fait plus maintenant des sessions à Dakar. Ah, d'accord. Ouais, je crois qu'à l'époque, c'était dans les alentours des 2000, je sais plus. D'accord. Ouais, franchement, j'ai plus le prix en tête. Donc le package, il y avait l'hébergement, nourri, tout ça, sauf le billet d'avion. Sauf le billet d'avion. Et en fait, donc c'était une formation 100% sur l'entrepreneuriat. Tu as vu quoi pendant le... Exactement. On était formés sur l'entrepreneuriat, on avait les cours de confiance en soi aussi. D'accord. D'anglais, anglais professionnel. Donc en fait, on était un groupe de filles qui ne se connaissaient pas du tout, faut savoir. Vous étiez combien de filles? On pouvait être une vingtaine de filles, il y avait beaucoup. Mais d'autres pays, d'autres villes, mais on se connaissait pas du tout. Et du coup, bah, c'était une super expérience. Vraiment, c'est une belle expérience humaine. Parce que du coup, chacune vient avec ses idées ou pas. Parce qu'il y en a qui viennent, mais sans idée. Comme moi, à la base, j'avais pas d'idée. D'accord, ok. Et c'est là-bas, en fait, que mon idée est née, en fait. Ok, d'accord. Parce que du coup, dans cette formation entrepreneuriat, elle vous proposait de vous accompagner aussi sur la création, l'ouverture. Ouverture de l'entreprise. Vraiment, c'est vraiment les clés fondamentaux pour pouvoir, lorsqu'on rentre à Paris, ça y est, ouvrir notre propre business. Ok, intéressant. Donc finalement, tu as eu le déclic là-bas. Exactement. Pendant ces 2 semaines de formation que tu as beaucoup apprécié. Ouais, vraiment. Et t'es rentrée, t'as donné ta démission tout de suite? Comment? Non. D'accord. En fait, à l'époque, j'étais responsable adjointe d'une boutique et c'était pendant les confinements. Donc du coup, il y avait beaucoup de sous-effectifs et je tournais beaucoup. Et en fait, j'ai eu le déclic parce que je sentais qu'en fait, il y avait trop de surcharge. Trop de surcharge et je crois que je commençais même à faire un burn-out, si je te dis pas de bêtises. Et j'avais demandé en fait à ma responsable, du coup, à l'époque, si je pouvais avoir des vacances, et elle me les avait refusées. Ah. Et en fait, c'est là où j'ai eu le déclic. Et quand elle me les a refusées, ça m'avait fait tellement mal. Tu t'es dit, attendez, moi je suis là, franchement, tous les jours, je remplace tous les absents. C'est ça. Et vous me refusez des congés? Exactement. Ça m'avait fait tellement mal. Et je me suis dit quoi? Bon, je crois que là, c'est le moment pour toi de partir. Et j'ai posé ma démission. Et ils étaient sur le cul. Ils se sont dit, mais merde alors. Parce que j'étais quand même un bon élément. Moi, je suis quelqu'un, en fait, j'aime tellement le travail. Je suis quelqu'un vraiment, on me donne une responsabilité, je vais le faire de A à Z jusqu'au bout. T'es une acharnée. Ouais, franchement, je suis une acharnée. Et du coup, je sais pas dire non aussi. Ça veut dire, bah, j'accumule la fatigue et le fait de tourner aussi entre boutiques, etc. Enfin, c'était super fatigant. Et ils se sont dit, mais au moment où je leur ai dit que bah, je posais ma démission, ils se sont dit, oh merde. Ouais. Et ils s'y attendaient pas et mais je suis partie parce que aussi j'avais mes objectifs. Du coup, voilà. Mais j'avais déjà en tête, pendant mon salariat, quand je suis revenue de Dubaï, je commençais déjà à créer des petits trucs pour faire comprendre que bah, j'ouvre un business. D'accord. Toi, t'es partie à Dubaï en 2021 ou c'est 2020? Alors, Dubaï, si je te dis pas de bêtises, c'était 2020. Ah oui, en plein confinement. Ouais, c'était le premier confinement. Le premier confinement, d'accord. Le premier confinement où vraiment il y avait les grosses restrictions là. Et tout, etc. Et t'as pu sortir du territoire. En fait, avec la formation, ils avaient des autorisations parce que Dubaï, je crois qu'ils n'avaient pas les mêmes normalités qu'en France et tout. D'accord. Quoique, je crois que c'était même plus strict, mais je sais plus. Mais en tout cas, on avait la possibilité de pouvoir partir. D'accord. Et mais moi, dès que j'ai eu l'occasion, je suis partie et franchement, aujourd'hui, je regrette pas du tout. Mais vraiment. D'accord. Entre le temps où t'es revenue, donc t'as fait la formation, t'es revenue, et la demande de congé refusée, quand tu poses ta DEM, il se passe combien de temps? Ça s'est fait super rapidement.
rapide. Ah oui. Vraiment. En fait, quand je suis revenue de Dubaï, donc j'étais encore salariée, mais tu sentais déjà la surcharge et le ras-le-bol. Vu que j'avais déjà mon idée, je suis arrivée avec mon idée et tout, etc. Donc je commençais déjà à créer même mon site, mon Instagram, commencer à véhiculer que voilà, je vais ouvrir une agence et tout, etc. Donc du coup, bah, mon énergie était aussi dedans, donc je pouvais pas faire, à un moment donné, voilà, j'étais plus à 100% dans mon CDI, exactement. Donc du coup, ça s'est fait super vite. Et à l'époque, je me souviens, j'avais commencé avec un ami qui est maintenant plus dans le projet, du coup. D'accord, ok. Mais c'est vrai que avec, j'avais commencé avec un ami et tout pour justement m'alléger, parce que lui avait plus de temps et lui en fait devait s'occuper de la partie styliste. Au final, bah ça c'est pas forcément fait, mais voilà. Lui aussi, il était dans le métier. Il était dans le métier, ouais. Il avait des notions sur tout ce qui est stylisme et tout. Ok, donc tu poses ta DEM. T'as pas peur parce que finalement tu te retrouves au chômage sans allocation? Ouais, vraiment, j'étais tellement dans mon objectif. Je vais pas dire que j'avais pas peur, j'appréhendais quand même. Je me suis dit en fait c'est maintenant ou jamais. D'accord. Ouais. Si je le fais pas maintenant, je pourrais pas le faire après. T'as raison. Ouais. Donc du coup, je me suis dit allez, je le fais et j'ai go. Ouais. Et maintenant du coup bah je suis lancée et je m'arrête plus. Voilà. Et à partir de quand, donc quand tu lances la société, à partir de quel moment tu as tes premiers clients? Alors, je sais pas si je peux appeler ça vraiment des clients. Il faut savoir que au début, c'était beaucoup plus le bouche à oreille, donc du coup les amis qui repartageaient derrière. Et mes premiers clients, je vais dire que c'est des proches. D'accord. Ouais, ça va être des proches. Qui t'ont payé aussi la prestation? Qui m'ont payé, ouais. Comment ça se passe quand on est conciergerie et personal shopping? Les tarifs, c'est un pourcentage que tu prends? Comment ça se passe? Alors, à l'époque, j'étais pas encore dans j'avais pas encore ces habitudes-là. Cette tarification. Ouais, j'étais pas encore calée sur ça. D'accord. Mais petit à petit, bah, du coup, je me suis fixée, et au début, tu fonctionnais comment? Mais au début, c'est vrai que je m'étais fixée sur un tarif moyen qui était je crois que je facturais 100 € de plus. Quand tu dis tu facturais 100 €, c'est-à-dire que si tu faisais des courses pour un client, que le panier moyen était, imaginons, de 600 €, 700 €, toi tu facturais 800 €. Ouais, exactement, okay, exactement. Je facturais 100 € de plus. Okay. Donc du coup, ça c'est ce que moi je prenais pour moi. Oui, il y avait le prix finalement que toi tu négociais ou le prix des articles, voilà. plus finalement ton déplacement, le temps que tu as mis 100 € pour toute la prestation. C'était pas 100 € de l'heure. Oui, c'était pas 100 € de l'heure. Okay. En fait, au début, j'étais plus dans une optique de attirer les gens, te faire connaître. Voilà, me faire connaître. C'est vrai que je faisais aussi beaucoup de remises à l'époque, parce que j'avais pas mal de contacts au sein de certaines maisons, d'amis aussi qui travaillaient pour des maisons. Donc j'avais certains avantages et en fait le but c'était aussi vraiment de me faire connaître pour pouvoir attirer les gens. Mais la principalité du personal shopper de base, c'est pas faire des remises, c'est vraiment travailler à la commission. Ok. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer un petit peu comment ça a évolué? Parce que là tu as dit que tu étais au départ sur un tarif de 100. Ouais. Aujourd'hui ça a changé, tu connais mieux ton métier. Donc comment ça a évolué au fil des années? Ça a évolué parce que ma clientèle aussi a évolué et du coup a changé. Et ça c'est plus moi qui l'ai voulu, parce que faut savoir qu'aussi quand on commence un business, il faut savoir bien s'entourer. On va faire des erreurs. Au tout début on va faire des erreurs et je continue à en faire. Ma clientèle de hier n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et la demande de hier n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc du coup, forcément, mes prix de commission ont changé. Et ce qui fait aussi qu'ils ont, par rapport à ce que je fais maintenant, etc., pour donner aussi la valeur à ton travail, t'es obligé je vais pas dire être excessif en termes de prix, mais tu dois savoir te vendre, quoi. Tu dois savoir te vendre, voilà, c'est ça. Tu dois savoir te vendre, faire comprendre aussi que ton déplacement, il est pas gratuit, tu travailles pas gratuit. Les gens ont tendance à penser que le personal shopper, quand tu fais appel à lui, c'est pour justement avoir un article moins cher, alors que pas du tout. Après, je dirais ça dépend aussi de, comment je peux dire ça, du style de personal shopper que t'es. Non, pas forcément, mais par exemple, tu vois, les étrangers, eux, quand ils vont te contacter, ils savent automatiquement qu'ils sont censés payer une commission. Tu viens vers la personne pour demander un service, donc forcément, elle va te demander une commission.
Tandis qu'une personne lambda, par exemple d'ici de France, oui. elle va trouver ça bizarre, mais pourquoi je devrais passer par toi alors qu'en magasin, la paire de chaussures, elle est à 600 €. Pourquoi la payer plus cher chez toi? Ici, je dirais en France, ils sont encore dans une mentalité où ils n'ont pas encore cerné bien le métier. T'en as qui savent, mais t'en as d'autres, ils sont encore ah mais pourquoi je viendrais chez toi pour la payer plus cher en fait au final? À quoi tu sers? Ah oui, tu vois, ouais, okay. On est encore dans ce truc-là. Et toi aujourd'hui, tu dirais que ta clientèle, elle est principalement étrangère? Non. Ma clientèle, elle est très mixte. En plus, ma clientèle est très homme. Ça se voit pas comme ça, mais 70% de mon chiffre d'affaires, c'est de l'homme. Ah oui. Et il faut savoir que même moi, quand j'ai commencé avec beaucoup d'achats d'hommes. Ouais, et c'est beaucoup l'achat des hommes qui ont fait que je suis aujourd'hui. Ok. Ouais. Les hommes, ils achètent pour eux-mêmes ou ils achètent aussi pour leurs femmes? Pour eux et pour leurs femmes. Ouais. D'accord, ok. Ah, donc les hommes dépensent plus finalement. Moi, ma plus grosse clientèle, c'est l'homme. D'accord. Aujourd'hui, ça a changé, mais quand j'ai commencé, c'était énormément d'hommes. D'accord. Mais vraiment. Moi, je voulais revenir sur un point parce que j'avais une autre question, mais avant de te la poser, tu as dit au début, on fait des erreurs. Oui. J'en fais encore. C'est quoi les principales erreurs dont tu te souviens que tu as pu commettre au début? Alors, les principales erreurs, tout à l'heure, je te parlais d'un ami à moi, par exemple. Je me souviens que dans le projet, j'avais initié cet ami-là. Et en fait, ça a été une erreur. Pourquoi? Parce que souvent, on a tendance à penser que mettre d'autres personnes dans son propre projet, ça pourrait nous aider ou que la personne aurait peut-être les mêmes visions que toi, alors que pas du tout. Ça a été une très très grosse erreur parce que justement, je sais qu'aujourd'hui je le ferai pas, mais quand tu as un projet, en fait c'est ton projet. La personne que tu vas mettre ne verra pas, n'aura pas la même vision que toi, ne va pas démarcher de la même manière, ne va pas faire exactement comme toi tu le sens, etc. Donc déjà ça c'était une très grosse erreur. Ils partageaient pas ta vision. Non, on partageait pas au final en fait la même vision. Sans rentrer dans les détails, c'était quelqu'un qui était plus dans le profit qu'autre chose. Ah. Vu que moi j'étais vraiment en fait du milieu, lui à l'époque, il avait en fait ses notions stylistes parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la mode et tout, etc. Il avait ses notions de mode et tout, etc. Mais il était pas du tout du métier en fait. Du coup, je lui avais confié cette tâche-là en mode on s'associe, mais en fait, non, ça, c'est une très grosse erreur. D'accord. Quand t'as un projet qui te tient à cœur, il faut pas directement vouloir tout de suite s'associer à une autre personne parce que c'est ton projet, en fait. La personne ne va jamais, comment dirais-je, se battre pour le projet comme toi-même, en fait. Donc ça, ça a été une très grosse erreur. Et l'entourage. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que le luxe, c'est un milieu, il y a des choses que tu ne peux pas tout montrer. Faut prendre exemple, en fait, sur certaines maisons. Quand des fois, tu vas chez Chanel ou Hermès, t'as certains vendeurs qui te refusent des fois de te vendre la pièce. On peut pas directement cataloguer ça de racisme. Des fois aussi, c'est les codes de la maison. D'accord. Ouais, faut savoir aussi que certaines maisons, ils ont des codes. Donc, c'est pareil. Dans l'entrepreneuriat aussi, en fait, Je pense que certaines maisons vendent pas une certaine clientèle, pas parce qu'ils veulent pas leur vendre, pas parce que cette clientèle n'a pas les moyens, mais parce que cette clientèle ne répond pas à leur code. C'est exactement ça. D'accord. En fait, nous, on va directement le cataloguer en mode, forcément, c'est des racistes, etc. Mais non, en fait, t'as des maisons, comme par exemple Goyard, t'as des maisons, tu pourras pas avoir directement le sac que tu souhaites, tu vois. Et pourquoi? C'est quoi leur code Goyard, en fait, par exemple? Ils sont très dans l'exclusivité. Ils vont vendre à une certaine clientèle qu'ils estiment, par exemple, je sais pas, cette personne-là, elle va venir acheter un sac, mais pourquoi elle va venir acheter un sac? Est-ce que c'est pour le revendre? Est-ce que c'est plus pour, tu vois, pour son patrimoine, parce qu'elle fait une collection, parce que il y a une histoire, tu vois, elle veut créer. Et ils regardent tout ça. Ils regardent tout ça, en fait, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que moi, que je visualise et c'est le pourquoi aussi que aujourd'hui, je me dis que ça a été une erreur de vouloir prendre tout le monde comme ça, alors que maintenant, tu vois, aujourd'hui, t'as des personnes qui vont venir me contacter. Je vais pas leur servir parce que c'est pas ce que je veux. C'est pas l'image que je veux donner de Emma Jancy, tu vois. D'accord. Ah, tu refuses des clients. Ah oui. Okay. Aujourd'hui, en fait, j'estime qu'au niveau où je suis, j'ai ma clientèle, tu vois. Je peux pas prendre tout le monde. Je sais pas comment, après, si tu comprends. Oui, je vois un petit peu ce que tu veux dire, mais tu vois, moi, par exemple, je me suis toujours dit que le but, c'était de vendre. Oui, le but, c'est de vendre, mais pas vendre à n'importe qui, finalement. Pas vendre n'importe comment, surtout. D'accord. C'est pas forcément n'importe qui.
parce que au final, tu peux être n'importe qui, avoir l'argent que tu as, autant que tu veux, mais si ça ne rentre pas dans les codes de la maison, ils vont pas te vendre le produit. C'est une affaire de code, en fait. C'est une affaire de code, en fait, tout simplement, tu vois. Ok. Donc, et moi, c'est comme ça que maintenant, je fonctionne aussi. Donc, avec Emma Agency aussi, c'est une affaire de code, finalement. Ouais, c'est une affaire de code maintenant, en tout cas. D'accord. Donc là, les erreurs, ça a été d'avoir un associé dès le départ. Ouais, l'associé, et aussi l'entourage. Mais l'entourage, tu as voulu te faire travailler des gens de ton entourage ou un entourage qui a plutôt été peut-être pas assez aidant sur le démarrage de ta société? Non, je dirais pas ça parce que moi, mon entourage, j'ai eu des amis qui m'ont soutenue, ça c'est pas le souci. Mais quand je dis l'entourage, il faut savoir bien s'entourer parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Les gens, ils vont te dire oui, ok, c'est trop beau, vont partager ce que tu fais, mais t'as des hauts, t'as des bas et t'as beaucoup de bas. Et si ça, les personnes avec lesquelles toi tu estimes que c'est ton ami n'arrivent pas à le comprendre, par exemple, tu vas pas tout le temps pouvoir être disponible parce que dès que tu entreprends et que tu commences, forcément tu veux tellement tout bien faire dans ton projet, ça peut arriver que tu ne sois même pas disponible même pour ta propre famille en fait, parce que tu vas te donner à 100%, tu vois. Et ça en fait, au fur et à mesure que j'avance dans mon projet, j'ai pu le voir. Mes amis de hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. J'en ai perdu et aujourd'hui je me dis en fait, si je ne suis plus avec ces amis-là, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est comme ça, tu vois, il faut l'accepter. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas facile, tu vois. Chose facile. Ouais. D'accord. Okay. Il faut savoir bien s'entourer parce que tu as des personnes qui vont comprendre et qui vont pas forcément comprendre ta façon de fonctionner, pourquoi tu es plus absent, pourquoi tu es comme ci, etc. Et même dans ce que tu fais, tu peux avoir aussi des personnes qui font aussi semblant d'être joyeux pour toi, mais au final, tu vois, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, donc faut être très minutieux, quoi. D'accord, très bien. Merci en tout cas pour ces deux erreurs finalement principales que tu as rencontrées. On avait parlé, de la tarification aussi. Tu as dit que donc au départ, c'était les fameux 100 euros. Aujourd'hui, comment tu te rémunères en tant que personal shopper du coup, toi? C'est ça. Ok. Alors, la rémunération, comme j'ai expliqué, on travaille à la commission. Du coup, en fonction de l'article, tu, en fait, tarifies ta commission. Par exemple, sur un sac Chanel, moi, par exemple, je vais prendre 15%. D'accord. Et c'est ce qui fait c'est jamais la même commission. Ouais, c'est jamais la même commission parce que tu as des articles qui sont beaucoup plus difficiles à avoir. Okay. Sur des articles, par exemple, paire de chaussures, lambda, je te dis n'importe quoi, une sneakers, des hauts rangs, ça sera une commission fixe. Ça sera pas en pourcentage, mais ça sera une commission fixe. Tu vois. Mais voilà. Ça dépend finalement de l'article. Ça dépend vraiment du produit. D'accord. Est-ce que ça dépend? Parce que le produit, ça peut être un sac, par exemple. Ça peut être un sac ou plusieurs. Voilà, ou plusieurs. Mais est-ce que la marque, ça va jouer aussi sur la commission ou pas? Non, pas forcément. Que ce soit du Hermès, que ce soit du Goyard, la commission sur le produit sac à main va rester là. En fait, ça va être défini par rapport au sourcing. Parce que du coup, tu as des articles que tu vas pas forcément trouver directement en Île-de-France, en France. Tu as des articles, il faudra peut-être que tu seras amené à voyager pour l'acquérir pour ton client. Donc tout ça varie en fonction de tout ça en fait. Ah oui, parce que du coup tu voyages aussi pour... Bon, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu la chance, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, par rapport à mes contacts, de toujours pouvoir avoir justement les articles que je veux. D'accord. Du coup, les vendeurs, en fait, c'est ça leur tâche aussi, c'est de pouvoir faire des special orders. Les special orders, c'est les demandes que tu fais, par exemple, à l'étranger ou dans une autre boutique pour pouvoir acquérir le sac pour la cliente. Et du coup, moi, je reste aussi une cliente pour eux. Du coup, pour avoir l'article, moi, je passe par eux et du coup... D'accord. Pour l'instant, en tout cas, c'est les marques qui s'occupent de faire voyager le produit pour toi. Voilà. Pas eu besoin après, moi, pour l'instant, j'ai pas encore eu besoin de me déplacer forcément, mais si je suis amenée à vraiment là devoir me déplacer, je le ferai, quoi. D'accord. Ok. Tout à l'heure, tu as aussi évoqué le fait que certaines personnes pensent que passer par un personal shopper, c'est pour avoir des réductions. Bon, moi, personnellement, je pensais pas ça, mais c'est bon à savoir qu'avec un personal shopper, on a des réductions. Ces réductions-là, comment tu arrives à les obtenir? Alors, moi, il faut savoir qu'au sein de Emma Agency, quand j'ai commencé, jusqu'à aujourd'hui, je suis en partenariat avec le Printemps. Okay. Donc, c'est un partenariat de rapporteuse d'affaires. Okay. Et du coup, ce partenariat-là, il y a des conditions qui ont été mises en place.
par rapport au chiffre d'affaires que je leur rapporte. Du coup, eux me rémunèrent ou pas. Et sur certaines marques, du coup, je peux bénéficier de remises. D'accord, c'est ça ta rémunération, donc, ce sont ces remises-là. Voilà. Ok. Mais du coup, les rémunérations, encore une fois, ce n'est pas normalement ce qu'on propose à nos clients. C'est censé être pour moi personnellement pour travailler mon chiffre d'affaires, etc. Après, c'est au bon vouloir. Si je veux faire une remise à mon client, je le fais, mais faut que ça soit aussi bénéfique pour moi. Voilà. Toi, tu le mets pas en avant sur ton site, ces réductions-là? Je peux le mettre sur certains produits, ça m'est arrivé de le mettre, mais je fais comprendre que voilà, c'est Emagency qui propose ce prix-là, et du coup, le client comprend directement que, ah oui, effectivement, chez Emagency, je peux l'avoir moins cher, mais ça sera pas sur tout. Mais généralement, je le mentionne bien, même dans les factures, que voilà, ce produit-là, il y a une telle remise ou pas. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est un argument de vente aussi pour attirer de nouveaux clients? Ça peut être un argument de vente, mais je déconseille en tout cas de le mettre en avant parce que du coup, ça habitue une certaine clientèle. Au final, après, tu te perds en fait. Le but, c'est pas de vendre des produits que remisés. Parce que le client, une fois qu'il s'habitue à venir chez toi et acheter moins cher, et que demain, après, tu n'as plus ces remises-là, sachant qu'en plus, il y a des quotas, tu te retrouves un peu bête, quoi, devant le client. Tu as des quotas sur tes remises? Tu as aussi des quotas, bien sûr, parce que c'est pas illimité, en fait. Bien sûr. Je le mets pas forcément en avant et je le conseillerais pas forcément aux personnes qui veulent se lancer dans le personal shopping. Et même quand je le propose, même aux stagiaires qui viennent effectuer leur stage chez moi, je leur dis non, les remises, normalement, c'est censé être pour vous et non pour les clients. Si vous souhaitez le faire, c'est vraiment occasionnellement, c'est pas... Pour des clients fidèles, par exemple. Pour des clients fidèles ou parce que sur cette certaine période, voilà, le chiffre d'affaires, on a accumulé tant et puis c'est peut-être bénéfique par rapport à ça. Mais sinon, faut pas forcément le mettre en avant. Ok. Tu disais aussi donc que la clientèle, en tout cas française, c'est des gens des fois qui veulent pas mettre le prix, qui se disent pourquoi je vais passer par toi alors que si je vais finalement chez Hermès, je vais avoir ma paire de haut rang au prix. Pourquoi je devrais te payer en plus? Tu réponds quoi finalement à ces gens-là? Comment tu arrives à changer leur mindset? Alors au début, j'étais vraiment dans le faut expliquer, ils connaissent pas, etc. Et tout. Mais maintenant, je me prends plus la tête. Tu me demandes une paire de chaussures et tu me dis mais pourquoi je devrais la payer plus cher avec toi alors qu'en magasin elle est moins chère? Et je vais même pas. Mais finalement, il la paye même pas plus cher parce qu'il la paye au prix et c'est juste ta commission en plus. Il paye la commission en plus du coup. Donc du coup, mais la commission, c'est comme si... C'est le service. Mais oui, en fait, c'est comme quand tu commandes sur Uber Eats, tu vas pas... des frais de livraison. Voilà, t'as des frais de livraison. Et en fait, comme c'est pas encore une mentalité, on connaît pas ça encore, nous. Donc du coup, les gens, ils sont en mode, mais pourquoi en fait? Pourquoi je devrais la payer plus cher? T'as des personnes qui le comprennent, mais c'est pas tout le monde qui le voit pareil, en fait. Mais moi, du coup, tu viens me voir là, à l'heure actuelle, pour me dire ça, je vais même pas prendre le temps de t'expliquer. Avant, oui, je prenais le temps d'expliquer, en fait, faut comprendre que quand on fait les achats pour les clients, c'est pas gratuit, en fait. Le sourcing, c'est un travail. Il y a une recherche qui est faite derrière, il y a une demande, il y a tout un travail. Donc, on fait appel aussi à nos contacts pour pouvoir avoir le produit et dans les temps. Ça vous limite aussi certains produits, ça demande d'être sur des listes d'attente. Là, forcément, en passant par nous, tu seras pas sur une liste d'attente. Donc, il y a tout ça. Faut que les gens, en fait, n'arrivent pas forcément à prendre conscience. Et quand tu leur as expliqué, en tout cas, à l'époque où tu expliquais encore, parce qu'aujourd'hui, madame a changé de niveau, donc maintenant, n'allez pas l'écrire sur Instagram pour lui poser ce genre de questions. Elle ne vous répondra pas. C'est pas que je répondrai pas, mais voilà, je serais pas aussi tolérante. Dans la compréhension, parce qu'au final, tu passes par un personal shopper. Pourquoi, en fait? C'est pas pour dire, j'ai mon personal shopper qui fait mes achats. Moi, je vais pas travailler gratuitement, en fait. Faut bien que je vive de quelque chose. Tout à fait. C'est normal. Donc, en fait, faut pas que ça soit un effet de mode. Moi, je suis passée par Emagency pour avoir un produit, en fait. Non, tu peux aller toi-même en magasin si tu le souhaites. Oui. Donc, toi, tu fais gagner du temps, finalement. Je fais gagner du temps et le drive. C'est ça. J'ai pas le temps d'aller faire les courses, je fais un drive en ligne chez moi. Là, c'est pareil, j'ai pas le temps d'aller au printemps ou aux galeries. C'est ça. Je passe par Emagency. Exactement. Du coup, tu prends les commandes et tu livres ou c'est les... Alors, moi, je livre pas. Il y a une personne qui est dédiée pour tout ce qui est livraison. Après, il y a les remises en main propre pour ceux qui le souhaitent, du coup, à l'agence. Sinon, non, je fais pas les livraisons. Je les faisais au tout début, du coup. Je faisais les remises en main propre, les
livraison, etc. Parce qu'au début, bah, forcément, tu te lances. Tu te lances, donc toutes ces choses-là, tu le fais, mais en grandissant, maintenant, l'entreprise, elle a grandi, du coup, bah, c'est des choses que j'ai déléguées, du coup, que je ne fais plus. La personne ou l'entreprise à laquelle tu as délégué, c'est le client qui paye lui-même Alors oui, les frais de livraison sont pris en charge par le client. C'est un supplément qu'il paye. Ça, c'est notifié de toute façon sur le devis, la facture, etc. On leur propose. Après, c'est pas une obligation. Bien parce que sûr. ça peut Ils veulent ou ils veulent pas. S'ils veulent ou ils veulent pas. Tout à fait. D'accord. Ok. Tu as parlé aussi de ton partenariat donc avec la maison Printemps, enfin avec Printemps, je sais pas si on dit la maison. Le groupe, ouais. Voilà, avec le groupe Printemps. Comment tu as réussi à avoir ce partenariat? Alors, le partenariat avec le Printemps, c'est suite à mes expériences bah, du coup que j'ai pu acquérir en tant que vendeuse, responsable sur certaines maisons, etc. D'accord, parce que tu as travaillé pour le groupe. Oui, j'ai travaillé en fait pour le groupe et du coup, bah, même le bouche à oreille, bah, les gens me recommandaient. Et quand j'ai acheté au Printemps, ils se sont dit, bah, en fait, cette cliente-là, ce n'est pas une cliente, on va dire, normale. C'est une cliente très atypique. En fait, il faut savoir que quand on achète dans quel que soit le magasin et qu'on est enregistré, tous nos achats sont enregistrés. Et donc, du coup, ils voyaient la fréquence de mes achats. Ils se disaient, bah non, c'est pas normal. En fonction du flux que j'ai pu apporter et des achats que j'ai pu faire, ils se sont rapprochés de moi. Ah, c'est eux en plus qui sont venus vers toi finalement. Ils sont venus vers moi parce qu'en fait, je rectifie. À l'époque, j'avais une personne qui s'occupait de moi aussi. Donc, une personnel shopper en plus. D'accord, ok. Et du coup, elle s'occupait de mes achats et du coup, Pour Emma Agency ou avant que tu lances finalement Non, là, c'était vraiment moi. D'accord, moi, toi, Emmanuel, en tant que personne. En tant que personne. Et du coup, suite à ça, elle m'en avait aussi parlé. Elle m'a dit, bah, si tu veux, on peut te... La dépensière compulsive de l'époque. C'est vraiment ça en plus. Si tu veux, on a des statuts. En fait, ils ont des statuts. Et en fonction des statuts, tu peux obtenir certains avantages, etc. Et quand bah, j'avais parlé de mon projet, elle m'a dit, mais c'est trop bien. Et elle m'a fait rencontrer, bah, du coup, bah, les personnes qui s'occupent de ce type-là. D'accord. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai pu avoir le partenariat. Mais il faut savoir qu'ils regardaient aussi mes réseaux. Parce que à l'époque, on ne néglige beaucoup, mais le Instagram, les marques regardent. En tout cas, quand on a des business un peu dans ce domaine-là, ils avaient regardé mes réseaux sociaux. Bah, du coup, moi, Emma Agency sur Instagram, c'est ma vitrine. Donc, du coup, ils avaient apprécié un peu comment je faisais mon truc. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page, Emma Agency. Merci. Mais ouais, du coup, bah, ça a été comme ça que j'ai eu le partenariat. Ouais. Mais c'était aussi beaucoup le bouche à oreille, parce que les gens me recommandaient. Et le fait que j'avais déjà travaillé avec certaines personnes. Du coup, en tant que femme noire dans ce milieu-là, comment on le vit? Alors, en tant que femme noire, déjà, je vais pas dire que c'est un handicap. Il n'y a pas beaucoup de femmes noires personal shopper? Si, il y en a de plus en plus. C'est un métier en fait qui se développe. Donc du coup, les gens sont curieux, il y en a qui excellent, il y en a qui essayent, après ça marche pas. Mais il y en a de plus en plus. En fait, moi, je le vois pas forcément comme de la concurrence, mais plus comme des concerts, confrères. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, chacun, avec sa personnalité, apporte en fait son truc, quoi. Moi, je sais que quand moi j'ai commencé, c'était spécialement que de l'achat. Aujourd'hui, je fais pas forcément que de l'achat. Je m'occupe aussi de la partie conciergerie. J'accueille des stagiaires, je forme. Enfin, c'est des choses que j'avais pas forcément envisagées quand j'ai commencé. Et en fait, là, maintenant, je suis vraiment une agence. Et il y en a d'autres qui sont pas forcément comme moi, qui fonctionnent pas forcément comme moi. T'en as d'autres aussi qui se mettent plus en avant, qui font plus de création de contenu. Alors que moi, si tu regardes bien, sur ma page, je me montre pas forcément. Ça sera beaucoup plus mon travail, en tout cas. Les achats. Les achats. T'as des bureaux aussi. Oui, j'ai les bureaux. T'as des salariés en dehors des stagiaires ou t'es la seule salariée de Non, je suis la seule salariée. Moi, D'accord. je prends que des stagiaires, en tout cas pour le moment. Peut-être que j'envisagerais de prendre une assistante que je paierais, mais pour l'instant, je prends que des stagiaires. Que des stagiaires, ouais. D'accord. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que ça reste un métier de mode où t'es dans un certain milieu et pour acquérir et avoir accès à certaines choses, des fois c'est difficile. Parce que t'es noire, quoi. Parce que t'es noire, forcément. Les contacts ne se font pas comme ça, tu vois. C'est forcément quelqu'un d'une autre, tu vois, d'une autre couleur aura plus la facilité d'avoir certains accès que une personnelle shoppeuse qui, tu vois.
noirs, tu vois. Donc, ça reste un milieu quand même assez restreint, mais après, moi, c'est pas un truc qui m'a freinée. Parce que t'es déjà consciente de la chose. Donc, t'es déjà consciente, mais ça doit pas être un frein. Ça, tu te laisses pas atteindre par ça. Tu te laisses pas atteindre par ça parce que, au final, c'est une passion. Donc, dans tous les cas, quand c'est une passion, tu vas toujours faire en sorte de concrétiser ton rêve, en fait. Donc, du coup, ça passe. Tant mieux, si ça passe pas, c'est pas grave. Tu réessayes jusqu'à ce que ça aboutisse, en fait. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé confronté à une situation où tu t'es dit, bah là, enfin, ça c'est une vraie situation de racisme? Pour être honnête avec toi, j'ai jamais eu. En tout cas, j'espère ne jamais être confrontée à ça. Ce serait mentir si je te dirais non. Parce que je l'accepte, en fait. Enfin, ça peut paraître raciste pour certaines personnes, mais t'as des maisons, c'est normal. Tu rentres pas dans leur code, ils vont pas te donner l'accès. Mais justement, moi aussi, ça va être un challenge pour moi. Pour rentrer. Je me dis, mais attends. Ok, aujourd'hui, je suis venue, tu ne m'as pas donné ce que je voulais. Je vais revenir demain. Mais c'est ça, en fait. Faut pas se limiter forcément au premier échec. En fait, même, c'est quand... une fois, en fait, c'est bien que tu en parles parce que je suis partie... j'ai emmené ma stagiaire, du coup, faire des achats. Et tu sais... moi, bah, les vendeurs me connaissent, donc du coup, il y en a qui savent que, vas-y, je suis déjà la personne achopeuse. Mais t'as des autres qui ne le savent pas. Donc, du coup, moi, maintenant, bah, je me mets à mon aise. Des fois, je suis pas forcément tout le temps habillée dans les codes, tu vois. Donc, des fois, je suis en mode détente. Et ce jour-là, j'étais vraiment en mode détente parce que j'étais en train de former, en fait, ma stagiaire. Et t'as, en fait, un vigile qui m'a interpellée, qui nous a pris pour des voleuses. Il était noir, le vigile, je suppose. Et le vigile était noir. C'est toujours des noirs. Ouais. Le vigile était noir. Et tu sais ce que ma stagiaire m'a dit? Emma, en fait, ils t'ont arrêté parce que t'es noire. T'es une femme et parce que t'es noire. Et en fait, ça l'avait marqué, hein. Ça l'avait marqué parce qu'il me posait des questions. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout? Mais déjà, c'est pas son problème. Déjà, c'est pas son problème. Mais lui, il fait son travail aussi. Donc, lui, il se dit, mais attends, elle vient... Elle est là pourquoi? Tu vois, ils m'ont posé des questions pour vraiment savoir, mais qu'est-ce que... Ils m'ont carrément ramené dans le PC, là. Sécurité que tu vois, tout ça, avec la stagiaire. Okay. C'était pas juste devant C'était pas juste devant quoi. Et tout l'entrée. Ah, donc ils sont venus vous appeler, mesdames, suivez-nous? Ah oui. C'est mesdames, suivez-nous. Au moment même de payer, bon là, je te raconte en bref et tout. Au moment où je voulais payer les articles, c'est là où le vigile me dit suivez-nous et tout. Et du coup, dans le bureau, bon, t'as ces autres collègues, bah, du coup, de couleur blanche, qui me posent cette question, mais vous faites quel métier, etc. Et, bah, je suis une conciergerie, je suis personnel shopper et tout, etc. Ah oui, montrez-moi votre cabis et tout, etc. C'est une blague. Et je lui ai dit, mais je sors pas avec mon cabis, en fait, monsieur. Si vous avez qu'à taper sur Internet, vous allez voir que oui, c'est une vraie société. Je travaille aussi bah, avec les marques et tout, etc. Ils me croyaient pas. Mais pourtant, t'étais en caisse, t'allais payer. Pourquoi ils t'ont pas laissé payer déjà pour voir si ta carte est passée ou pas? Et déjà, il y a ça, mais ils ne me croyaient pas. Et ça avait tellement choqué ma stagiaire, je te dis, qu'elle avait même peur de faire les achats. Elle voulait plus aller aux galeries justement pour faire les achats, tu vois. Ah ouais. Pendant un certain temps, ça a été un peu difficile pour elle. Fallait que je sois avec elle et tout, parce que normalement moi quand je l'ai fait, toi ça t'a pas perturbé. Moi ça m'a pas en fait, je connais ton karaté. Ouais, c'est ça, je me dis mais en fait il y a pire et en même temps je me dis c'est triste. C'est triste, mais je suis confiante. J'ai rien à me reprocher. Dans tous les cas, tout ce que vous allez dire, je sais ce que je fais. Je suis pas une voleuse, je travaille. Bien sûr. Je suis dans les normes, en fait. Et c'est parce que, dans tous les cas, tu étais une femme noire. Et c'est parce que j'étais une femme noire, et même vestimentairement parlant, comment j'étais. Et en fait, ils m'ont jugée, en fait. Directement, ils m'ont jugée. Donc, oui, mais ils t'ont jugé parce que tu étais une femme noire aussi. Parce qu'une femme blanche, personnel shopper, aurait été habillée pareil. Exactement. Jamais ils seraient venus lui dire, madame, suivez-nous. Quoi. Exactement. Et donc, du coup, ouais. Bah, au final, comment ça s'était fini? Bah, moi, j'avais présenté, tu sais, les documents pour justifier ce que je fais et tout, etc. Et bah, ça s'est fini bah, comme ça devait se finir. C'est même pas forcément ils se sont excusés. Ils ont vu que j'avais rien à me reprocher au final. Je suis une vraie société. Ils ont fait leurs recherches. Les cartes même que j'utilise, parce qu'il faut savoir que quand je paye dans les magasins, ils sont partis aussi vérifier que les cartes n'étaient pas volées. Et que les cartes n'étaient pas volées. Bon, après, tu sais, les magasins aussi, ils sont très frileux.
Tu sais, il y a beaucoup de fraude aussi. Donc, ils sont forcément... Ça, je leur en veux même pas. Pour te dire, c'est leur travail. Mais ils sont partis vérifier les cartes que j'utilisais. Est-ce qu'elles sont bien à mon nom? Est-ce que je suis pas une... Tu vois, une cliente un peu bizarre, mais ouais. Ah ouais, d'accord. Mais je comprends qu'elle était choquée. Elle était choquée. Parce que les stagiaires que tu prends, elles sont en quelle classe en général? Généralement, elles font leur première année en école, soit de mode, commerce, etc. Mais elles sont toutes jeunes, tu vois. Ça lui avait vraiment marqué. Ouais. Après, même moi, ça reste quand même une expérience pas très agréable qu'on te prenne comme ça devant tout le monde. En fait, je l'accepte. Et en fait, avec cette expérience-là, encore plus, moi, en fait, je suis quelqu'un, je vais te montrer qu'en fait, ce que tu as fait, c'est bête. Tu as voulu me freiner, je vais revenir. Voilà, je vais revenir et de la même manière. Ouais, je vais revenir de la même manière. Parce que je fais mon travail, en fait. Que tu sois noir, blanc ou que tu aies ton pantalon déchiré. Mais en fait, à la finalité, je vais payer, en fait, l'article. Parce que là, du coup, toi, t'es partie, t'as laissé tes articles. C'est ça. C'est ça, en fait. Et les articles, t'attendaient, quoi. Au final, je les ai plus pris, les articles. Ah, t'as laissé? J'ai laissé et je suis partie dans une autre... Le lendemain, je suis partie dans une autre maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas trouvé ça respectueux par rapport à l'équipe. Sachant qu'ils me connaissaient, ils auraient pu éviter, en fait... tu sais... le moment où ils viennent t'interpeller, que t'es en caisse, ils auraient pu dire c'est une cliente habituée. Exactement. En fait. Ils auraient pu justifier le fait que, voilà, il y a ça, tu vois. Et en fait... C'est ça que j'ai pas du tout apprécié et du coup je vais même plus acheter à ce stand là parce que du coup je me dis au final en fait ils ont perdu un c'est ça en fait si vous prenez pas soin de votre parce que je reste moi-même aussi une cliente. Tout à fait. Si vous ne savez pas me donner ce que j'attends en fait aussi de vous en fait pourquoi je viens en fait ça sert à rien ça sert à rien mon argent tu vois. Moi, tu touches à ma dignité. C'est ça, en fait. Plus à mon argent. C'est exactement ça. Et est-ce que tu penses que ton expérience, finalement, dans la mode, d'avoir travaillé depuis toute jeune, est-ce que c'est ce qui t'a aidé à lancer Emma Agency? Oui. Est-ce que ça existe des formations de personal shopper? En fait, ça existe, mais tu vas pas forcément apprendre le cœur du métier. Parce qu'aujourd'hui, personal shopper, tout le monde le fait, tout le monde peut le faire, mais tu vas pas le faire comme la même personne. Enfin, ça sera toujours différent en fait. Et du coup, oui, il y a des formations de personal shopper, mais qui ne sont pas reconnues. On n'appelle pas ça forcément en plus formation de personal shopper. Les formations de personal shopper ne sont pas vraiment reconnues. Même le métier en tant que tel n'est même pas vraiment reconnu. Si tu regardes bien, tu sais, tu as des codes juste, quand tu t'inscris, quand tu fais tes créations d'entreprise, etc. C'est même pas dans les codes. Ah oui, d'accord. Il faut indiquer quoi alors? Toi, alors moi, j'avais indiqué, je me souviens, sur le statut quand j'ai commencé en tant que... Parce que moi, j'ai commencé en auto-entrepreneur. Ok. Je crois que j'avais mis service à la personne, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Parce et aujourd'hui, du coup, le statut a changé. J'ai mis conciergerie, j'ai rajouté pas mal de choses en relation avec ce que je fais. Okay. Mais le métier personal shopper en lui-même n'est pas indiqué. Ok, d'accord. Et du coup... Avec du recul, aujourd'hui, donc l'entreprise, elle a 5 ans. Oui. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Et qu'est-ce que tu as appris tout au long de ces 5 années? C'est vrai que ça fait 2 questions là, du coup. Mais c'est une bonne question. Hein. Des fois, je me regarde et je me dis, mais qui m'a envoyé? Mais en vrai, quand t'es passionné, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est difficulté, tu le prends pas forcément en considération parce que du coup, t'es passionné, donc tu vas tout faire pour que ça concrétise. Pour répondre à ta question, j'aurais aimé savoir. Non, c'est une très bonne question. Hein. Mais en fait, c'est des choses que j'ai su dans le tas. Mais c'est vrai que je les accepte en fait. Je sais pas si... Il y a quelque chose qui te vient à l'esprit là, quelque chose qui te vient à l'idée, que tu acceptes la difficulté, le fait que forcément, tu n'auras pas forcément tout le temps du temps pour toi, du temps pour ta propre famille, pour tes amis. En fait, tu es tellement dans ton truc que tu oublies tout le monde. Est-ce qu'on arrive à avoir une vie privée quand on est personal shopper? Parce que c'est dur. Beaucoup de difficultés, mais est-ce que du coup, il y a un monsieur Emma Agency Est-ce qu'on arrive à avoir un monsieur Emma Agency? Franchement, c'est dur. En fait, si tu as quelqu'un
qui te comprend, qui n'est pas aussi dans le même domaine que toi, c'est déjà un avantage, je dirais. La première chose, c'est quelqu'un déjà qui te comprend, qui puisse te comprendre. Parce que si la personne n'arrive pas à forcément te comprendre que tu sois occupé, que toi aussi tu as des rêves, ça ne fonctionnera pas en fait. Parce que justement, quand tu entreprends, au début, c'est toujours dur. Tu travailles du lundi au dimanche finalement, 24 heures. C'est ça en fait. Façon de parler 24 heures sur 24. Mais en fait, tu t'arrêtes pas parce que même la nuit, les clients ils te contactent au final. Bon, maintenant aujourd'hui, c'est que récemment maintenant que je commençais à mettre vraiment des limites. Mais avant, j'avais pas de limites. Je travaillais jusqu'à pas d'heure, je répondais jusqu'à pas d'heure parce que forcément. Est-ce que tu as le même numéro pour toi et pour la boîte ou au début, ouais. Au début, j'avais le même numéro que j'utilisais pour mes proches et pour mes clients. Et ça, c'est l'erreur aussi à ne pas faire. Parce que forcément, après, tu peux plus couper. T'as plus de temps pour toi. Et bah, du coup, comme je te disais, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas avec le décalage horaire aussi des clients étrangers qui te contactent et tout, etc. Et toi, constamment, tu veux bien faire. Tu dois aussi faire du chiffre parce que quand tu commences, tu n'auras pas forcément les résultats que tu t'attends. Et le peu de clients qui viennent te contacter, tu vas vouloir forcément leur répondre pour justement avoir ton gain en fait. Après, pour répondre à ta question... ce que tu as appris. Parce que là, du coup, tu as répondu un peu j'ai répondu un peu à ce que tu aurais aimé savoir. Déjà, la difficulté du métier. La difficulté du métier, ouais. Après, peut-être qu'il y a autre chose que tu veux rajouter. Pour l'instant, là, ça me vient pas en tête. Mais ce que j'ai appris, c'est... En fait, j'ai appris beaucoup sur moi-même, déjà. D'accord. J'ai appris énormément beaucoup sur moi-même parce que c'est un métier qui demande beaucoup de patience. Constamment parler aux gens. En fait, tu les écoutes parler. Tu sais, t'es confronté à plein de choses. En fait, limite, t'es psychologue. Tu sais, les gens... T'as des clients aussi, tu peux même dire que t'as certains clients qui deviennent aussi des amis, au final. Ouais. Tu crées certains liens... Mais tu as aussi des clients où ça peut aussi ne pas très bien se passer. Donc, il y a tout ça. Et tu te dis, en fait, non, là, tu es emergency, donc tu dois rester pro. Mais tu es aussi humaine. Donc, toi aussi, des fois, tu peux câbler. Mais en même temps, tu fais attention à ton image. Donc, j'ai appris énormément aussi sur moi. Il y a aussi ça, ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des commandes que tu as déjà été dans l'impossibilité finalement d'honorer? Comment tu l'annonces au client? Est-ce qu'il le prend bien? Ouais, ça c'est délicat par contre. À ça, oui, ça j'ai déjà été confrontée à ça. En fait, c'est très délicat de venir dire, en fait d'annoncer déjà que tu ne peux pas avoir la commande du client. C'est frustrant. Genre c'est frustrant parce qu'en fait le client il te contacte au final pour que son produit parce que lui ne peut pas l'avoir. Soit c'est pour gagner du temps, soit il a eu de la difficulté à l'avoir. Et que tu lui annonces que tu ne peux pas l'avoir, en fait, c'est frustrant. Ouais, vraiment, c'est frustrant. Mais vraiment. Et ton client, là, quand tu as été confronté à ça, il a réagi comment? Au final, après, ils le comprennent. En tout cas, Dieu merci, pour l'instant, j'ai pas eu des clients très, très, très compliqués, si je peux dire. Ils arrivent à le comprendre, on reste quand même des humains, donc faut aussi comprendre que ça peut arriver. Tu peux pas faire la magie. On peut pas faire la magie quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais après, c'est vrai que en tant que concierge et personal shopper, le but c'est forcément coûte que coûte avoir le produit en fait. En tout cas, faut dire les termes. Si ça doit mettre le temps que ça doit mettre, on l'explique au client. Mais voilà, s'il n'y a pas le produit, voilà, on peut pas faire de la magie. Est-ce que tu as déjà eu à travailler avec d'autres conciergeries? Oui. Ça m'est déjà arrivé de travailler avec du coup des confrères, des consoeurs. Chose que je pense pas refaire. Ouais, l'expérience s'est mal passée. J'ai pas eu forcément de bonnes expériences. Après, voilà, ça aussi, c'est des choses que j'ai appris. Et l'expérience, elle s'est mal passée à quel niveau? Dans le sens où, c'est des fois le client de l'autre, les gens, t'en as qui sont pas encore dans cette mentale où, ça peut être ton client comme ça peut être mon client, mais du coup, il peut venir chez toi, il peut venir chez moi, et du coup, des fois, ça crée des conflits de, tu m'as volé mon client, etc. Enfin, il y a des bêtises. Propriété sur les clients, quoi. Enfin, c'est un peu bête, je dirais, parce que après, c'est pas tout le monde qui l'accepte, mais c'est des choses que je referais pas, parce que du coup, ça crée c'est quelque chose que tu as appris aussi. Oui, ça, c'est un truc que j'ai appris aussi, ouais. Franchement, ça, c'est quelque chose que je referais pas. Ouais. D'accord, ok. En tant que personal shopper ou que conciergerie, tu as déjà eu, toi, aller vers les clients? Peut-être au début, tu le faisais, je sais pas. Des marchés? Oui, de chercher des marchés. Oui, bien sûr. Oui. Parce que je me souviens à l'époque,
À l'époque, j'avais... Bon, ça, c'est une confidence. Hein. Elle nous fait une confidence. Ouais, c'est une confidence. J'ai travaillé en tant que personnel... Ça s'appelait... On dit personnel styliste, parce que là-bas, ça n'existe pas, personnel shopper. Okay. En tant que personnel styliste. Quand j'étais salariée. Et du coup, bah forcément... Quand tu travailles dans des maisons, même quand, en dehors de galeries, quand j'ai travaillé dans les autres maisons, forcément, tu as tes contacts des clients. Et du coup, bah, ces contacts-là, je les ai démarchés. Bien sûr, quand j'ai lancé mon truc, bah, j'ai démarché ces contacts-là. Après, et sur les réseaux, t'as déjà contacté peut-être des artistes ou des femmes de footeuses sur les réseaux? Bien sûr, ça m'est arrivé de contacter des personnes influentes comme lambda pour venir acheter, bien sûr. Mais encore une fois, ça c'est des choses que je ne referai pas. Ah, pourquoi? Non, parce que en fait aujourd'hui comment dirais-je? En fait au début quand tu te lances, t'as envie de tout de suite avoir du résultat. On a cette tendance aussi quand on est sur les réseaux, c'est plus tu vas montrer que tu existes avec des likes, des j'aime, etc. Les gens vont être beaucoup plus confiants par rapport à ton business, alors que pas forcément. Les likes et les vues ne veulent rien dire. Et en soi, c'est ce que tu vas rapporter qui est plus valorisant, quoi. Bon, après ça ne se voit pas. Mais t'as pas eu de retour positif? C'est pas forcément des retours positifs, mais en tout cas, dans le secteur où je suis, je trouve que aller chercher la demande, en tout cas, tu peux aller chercher, mais pas n'importe comment. Et pas n'importe qui. Et tout à l'heure, quand je te disais par rapport aux maisons de luxe, eux, ils ont une certaine façon de faire. C'est pas eux qui vont vers le client, c'est les clients qui vont venir vers eux. Donc du coup, aujourd'hui tu le ferais plus. Aujourd'hui, c'est des choses c'est des choses que j'ai D'accord. Et quand tu l'as fait auparavant, est-ce que c'était juste un message en mode bonjour, je suis Emma Agency, je lance une conciergerie, ou est-ce que tu avais étudié un petit peu le profil de la personne et tu t'es dit j'ai des photos de sacs par exemple que je peux lui avoir et tu lui envoies en disant je peux essayer de... Comment tu procédais? Alors, c'était plus... ma démarche, elle était plus... je peux vous avoir ce sac-là à tel prix, etc. Tout à l'heure, tu parlais des remises. Ça, c'est des choses que je mettais beaucoup en avant. Et du coup, en mettant ça en avant, t'as certaines personnes, ils se disent, trop bien, je vais aller chez elle. T'en as qui me répondaient, qui venaient acheter à moitié prix. Et en échange aussi, des fois, c'était partage de pub, etc. Mais c'est des choses que je ne referai pas. Ouais, franchement, non. C'est pas l'image que je veux donner. Que je veux renvoyer. Là, c'est plus question d'image. C'est plus question d'image. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. C'est pas dans tes codes. Voilà, c'est exactement. Tu vois, je comprends bien. Ouais, c'est ça. c'est pas dans tes codes. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Et quel est le plus gros montant de dépenses, par exemple, ou bien la plus grosse pièce qu'on t'ait demandé de trouver? La plus grosse pièce qu'on m'a demandé de trouver... je me souviens déjà, en plus c'était l'une de mes premières ventes. Il y avait une agence de communication qui m'avait contactée et en plus à l'époque j'avais pas beaucoup de followers. Genre je venais de lancer ma agency. Ils m'ont contacté pour te dire comme quoi le nombre de followers et le nombre de j'aime là, ça veut vraiment rien dire. Ils m'ont contacté, à l'époque ils s'occupaient de tout ce qui est footballeur, du coup les personnalités publiques, pour un sac Hermès. Ouais, un sac Hermès. Et à l'époque, j'étais pas du tout dans le circuit de sac Hermès. Je venais de débuter. C'était tout nouveau pour moi. Et à l'époque, j'avais une amie en fait qui s'y connaissait très bien, qui m'avait parlé justement d'un showroom qui s'appelait Collector Square. Et du coup, en fait, eux, ils font de l'achat-revente de sacs et tout, etc. Parce qu'il faut savoir que chez Hermès, pour avoir un sac, c'est lent, il faut avoir un rendez-vous, etc. Enfin, tout le monde cherche à avoir un rendez-vous et ils le donnent pas comme ça. Du coup, on était passé par ce showroom-là. Et du coup, cette personnalité-là, à l'époque, c'était un footballeur italien. Et moi, je suis pas du tout foot. C'est que après, on m'a dit, mais tu sais, t'as servi qui là? C'est genre le Zidane de France, genre. Ouais, moi, j'étais pas du tout foot. Moi, je m'y connaissais rien. C'est qui, Marco Verratti? Attends, je sais plus, c'était quoi le nom? C'était pour sa femme, ça. C'était pour sa femme. Et le sac, il était à combien? Mais le sac, déjà, pour te dire, tu sais, quand c'est en revente, donc le showroom, ils mettent leur commission. Le sac, il sort, t'as la plus-value, plus la commission, et encore plus ma commission à moi. Donc, du coup, le sac, en plus, je crois que c'était un sac croco.
on touchait dans les alentours de 80 000. Ah ouais. Et même à l'époque... ça, c'était au début? Au tout début. Et à l'époque, tu sais, j'avais pas encore les cartes pour payer et tout. Et c'était une galère. Et comment t'avais fait? Et à l'époque, je crois que j'avais un compte Revolut. Et même, je crois même avec le Revolut, c'était pas possible. On a dû faire des virements sur le compte du showroom. Et en fait, vu que j'étais toute nouvelle dans le circuit, eux, ils m'ont volé le client aussi. Parce que je connaissais pas, j'étais encore novice. Ouais, j'étais encore novice. Le showroom t'a volé le client. C'était quand même quelqu'un d'important. Eux, ils avaient tout de suite compris que elle est novice. Elle est toute nouvelle dans le truc, donc t'avais pu avoir ta commission au moins? Oui, j'avais pu avoir ma commission, mais par derrière, du coup, l'agence ne m'avait plus recontacté parce que du coup, passait directement par le showroom. Ouais. Et du coup, ça c'était mon premier achat. En fait, le plus gros. Le plus gros, d'accord. Le plus gros. Depuis, t'as pas fait plus, quoi. Après, si, j'ai fait plus, mais c'était l'un des plus gros achats dans mes débuts, ouais. D'accord. Après, ouais. Et en termes de star, la plus grosse star, est-ce que tu as déjà été contactée par l'assistante, par exemple, je sais pas, moi, je suis l'assistante de Matt Gims, J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais en termes de star... J'ai réfléchi. Moi, j'ai vu Fally sur ta page. Hein. Mais tu sais que, en fait, il y a Fally sur ma page, c'est une star déjà. Aussi. Mais bien sûr, c'est une star. Je suis en train de réfléchir, mais en vrai, je sais pas pourquoi je réfléchis. Oui, il y a Fally, mais Fally ne m'a pas contactée en fait. C'est le bouche à oreille. D'accord. Ouais. Fally m'a pas contactée, c'est vraiment du bouche à oreille et du coup, il s'est prêté au jeu pour que je puisse, du coup, faire l'expérience avec lui. En plus, c'était la veille de son Bercy, la Défense, je crois, ou je sais plus. D'accord. C'était la veille de son concert. Ok. Et mais du coup, c'est pas Fally qui m'a contacté directement, c'est plus du bouche à oreille. D'accord. Mais après, en termes de stars qui m'est contacté, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de footballeurs. D'accord. Ouais, j'ai eu beaucoup de footballeurs, mais c'est des choses que je mets pas forcément en avant parce que en fait, encore, c'est une question d'image. Ouais, peut-être il veut de la confidentialité aussi, c'est exactement ça. Tu sais, ce milieu-là, c'est tout beau, enfin, les gens aiment bien voir les belles choses, mais on doit aussi respecter aussi le client, ses valeurs, etc. Et puis même pour ma propre sécurité à moi-même aussi, je peux pas tout poster en fait. Bien Donc sûr. moi, tant que je fais rentrer de l'argent, ça me suffit. Bien sûr. Le reste, après c'est ma vitrine, j'essaie de mettre en avant ce que je peux. Mais et ceux qui acceptent aussi que tu les publies, Fally, je suppose qu'il a donné son accord. Il a donné son accord, il s'est prêté au jeu, etc. Mais après, c'est pas tout le monde qui l'accepte. Donc voilà. Okay. Mais oui, après, j'ai eu du beau monde, j'ai eu des influenceuses aussi qui m'ont contactée. Ah, t'as eu qui? J'ai eu Léana. J'ai eu pas mal d'influenceuses, mais après, moi, je suis pas trop dans le... Léana, tu lui as pris quoi comme sac? Léana, elle avait pris une chaussure. Elle avait pris des chaussures, des baskets Hermès. Ok. Et ça va, les influenceuses, elles chipotent pas pour payer la commission. Je pense qu'elles ont l'habitude. Non, t'as des influenceuses qui ne chipotent pas. T'en as d'autres, elles sont un peu remplies de chichi. Ouais, elles sont en mode collaboration, etc. Mais après, moi, ça m'intéresse pas forcément de faire des collaborations. Après, t'as des personnalités publiques comme Cindy, je sais pas si tu connais. Cindy Bruna? Non, c'est pas Cindy Bruna. Je crois qu'elle a fait une émission, je sais pas si c'est Les Anges. Cindy et Edgar. Oui, exactement, Cindy Edgar. Mais ça, je crois même pareil, c'était du bouche à oreille. D'accord. Bouche à oreille aussi. Elle est gentille. Elle est gentille, je la connais pas, mais tu sais, je vois vite fait sur TikTok. Oui. En plus, j'ai même pas suivi la télé-réalité dans laquelle qu'elle a faite, mais. Je sais plus. Je sais que je vois sur TikTok. On avait fait un TikTok. shooting ensemble, mais j'ai eu pas mal de personnes, mais après les noms. D'accord. Je reste pas dessus. En fait, c'est pas mon. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans ce métier? Ce que je fais déjà, je suis passionnée par ce que je fais. Le contact que je peux créer avec le client, pouvoir les aider. Et après, moi, j'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours aimé les belles choses et tout, etc. Mais dis-toi qu'au fil du temps, même en faisant ce métier-là, j'achète pas comme j'achetais avant, en fait. Au final, ma façon d'acheter n'est plus la même. Aujourd'hui, si je vais acheter, il faut que j'achète quelque chose qui prend en valeur, tu vois. Je vais pas acheter comme j'ai acheté quand j'avais 16 ans. Tu fais des achats réfléchis, quoi. Voilà, mes achats sont plus réfléchis. Même des fois, ça peut m'arriver, je suis dans les magasins, pour moi-même, je suis saoulée, genre, tu vois. Je te jure, c'est plus pareil. Mais en tout cas, c'est un métier que je fais avec passion, parce que c'est ce que j'aime. Et au final, tu sais, tu crées des liens avec les clients, t'apprends des gens, etc. T'as tout ça, toute cette enveloppe-là qui fait que ça rend le métier encore plus beau. Ouais.
Et t'as lancé Emma Agencier avec combien en poche? J'avais pas forcément des économies, hein. Comme je t'ai dit, moi j'étais une grosse dépensière. Okay. En plus, j'étais pas quelqu'un qui mettait de côté, déjà de base. Franchement, je pourrais pas te donner un chiffre. Faut savoir que quand j'ai lancé, j'avais pas les bureaux de toute façon. Je travaillais de chez moi ou avec le printemps, vu que c'est un partenariat, je peux y aller comme si j'étais une salariée en fait. Les salons VIP sont à ma disposition. Si je veux ramener un client là-bas, je prends rendez-vous, j'ai accès pour mon client. Je peux me poser de 8h jusqu'à 20h, jusqu'à la fermeture. Dans leur voilà, je suis vraiment comme une employée là-bas. Ok, d'accord. Donc, mais c'est pareil avec d'autres marques en dehors de Printemps. Il y a des marques avec lesquelles, pareil, j'ai le même type de contrat, notamment Kenzo, Paco Rabanne, où c'est un peu le même système. D'accord. Ouais. Et finalement, à quelqu'un, parce que toi, je pense que le fait que tu aies travaillé aux galeries, que tu aies travaillé au Printemps, que tu aies travaillé dans d'autres maisons, je suppose que c'est ce qui t'a aidé aussi à avoir ton portefeuille. Pour une personne lambda, moi par exemple, je décide de me lancer, c'est quoi les conseils finalement que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer et qui n'a jamais finalement travaillé dans la mode de luxe ou qui a travaillé un peu chez Zara, H&M uniquement? Comment se faire un portefeuille? Comment se faire un portefeuille? Se faire ses nouveaux clients? Bah après le portefeuille, bon moi après comme j'ai dit j'ai eu la chance parce que j'étais déjà dans ce milieu-là, mais ça va être ta façon de véhiculer en fait ton image, comment tu vas te vendre aussi. Les réseaux sociaux aussi c'est un booster, ça permet aussi de se faire connaître, c'est toi comment tu vas te vendre aussi sur ce type de plateforme. Après par rapport à ton portefeuille client, moi je dirais que c'est toujours mieux d'avoir une expérience en tout cas dans la vente pour déjà voir un peu le cœur du métier. En ayant fait Zara H&M, parce que tu as déjà ce premier contact déjà. Tu sais déjà à quoi t'attendre. Quand tu es chez Zara, les vendeuses, elles savent de quoi elles parlent, tu vois. Elles vont pas te vendre une jupe au lieu d'un jean. C'est déjà des bases, tu vois. Bien mais sûr. Ça, c'est vraiment des bases, le B à bas de la vente. Non, tu peux complètement te tu vois, lancer. Parce que toi, aujourd'hui, tu as tes entrées chez Printemps, tu as tes entrées aux Galeries Lafayette, là, tu as dit Paco Rabanne, Kenzo. Mais une personne qui débarque, comment elle fait finalement pour avoir peut-être pas ses entrées, parce que toi aujourd'hui tu arrives à avoir des articles, tu parlais tout à l'heure que tu as des clients aussi qui vont te demander des pièces spécifiques et que toi tu réussis à avoir parce que tu as des entrées et tout. Et quelqu'un qui se lance, comment on réussit à avoir des entrées? Il faut se vendre. Il faut se vendre, d'accord. Et justement les réseaux sociaux aujourd'hui c'est un outil qui nous permet justement aujourd'hui de promouvoir en fait son business tout simplement. Moi mon Instagram a été ma vitrine. Et à l'époque, je sais que j'avais même pas 1000 abonnés. J'ai encore même c'est dans un book de formation, quand j'accueille des stagiaires, etc., le livret, elles voient l'ancien Instagram et le aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et même avec le peu de followers que j'avais, j'ai quand même réussi à avoir ces partenariats. Et je te parle de ces partenariats, j'avais pas beaucoup de followers. J'étais pas forcément encore à ce stade-là. Donc vraiment, ça veut vraiment rien dire. C'est toi et ta volonté. Toi et comment tu vas véhiculer l'image et comment tu vas te vendre, au fait, au final. Tu parles anglais? T'es bilingue? Non. Je suis pas bilingue. Mais je me débrouille. Donc, faut quand même avoir une base c'est obligatoire. Vraiment, si t'as des clients étrangers, faut pouvoir parler avec eux. Si tu sais pas, si t'as pas des notions, c'est compliqué. D'accord, ok. On n'a pas beaucoup parlé de la partie conciergerie. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, cette partie conciergerie, donc c'est toi-même aussi qui t'en charge finalement. C'est quoi la réservation la plus difficile, par exemple, que tu as eu à faire? La réservation qui a été le plus compliquée, je crois que c'était un restaurant, c'était le Jules Verne. J'avais un client en fait, qui a l'habitude d'acheter avec moi. Il est de Doha et quand il vient sur Paris, en fait, il aime bien emmener ses enfants déjeuner au Jules Verne et c'est un restaurant, je sais pas si tu connais, dans la Tour Eiffel. De nom, oui. Qui est très 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 prisé et très dur à la réservation. Donc il m'avait demandé et j'ai réussi à avoir des places une fois. La deuxième fois j'ai bataillé parce qu'ils sont tout le temps full. La deuxième fois c'était pendant la période quand c'est les périodes un peu Roland Garros et tout, etc. Ils sont très pris. En fait les restaurants c'est quand même assez compliqué. Tout ce qui est concert encore ça va, match de foot on arrive encore à batailler, mais restaurant c'est quand même c'est un circuit encore où je bataille. Tu batailles, d'accord. Ouais. Là pour l'instant t'as pas encore de partenariat, t'as pas encore de passe droite sur ces côtés-là, quoi. C'est bien que t'en parles parce que justement avec le Jules Verne tu vois, par rapport à ce client-là justement, pour avoir bataillé la deuxième fois, je me suis dit en fait, c'est là en fait où l'idée de la conciergerie aussi s'est installée. Je me suis dit mais en fait si j'ai un client qui me demande, j'aurai forcément
un deuxième client qui va me demander, ou une troisième. Et j'ai pas envie de rencontrer cette difficulté-là. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais contacté en fait la commerciale du restaurant. Et je lui ai envoyé un mail en lui expliquant que voilà, je suis une conciergerie, que j'ai des clients qui me demandent pour des réservations, pour éviter justement cette attente et tout, etc. Est-ce que c'est possible de justement pouvoir peut-être travailler ensemble et tout, etc. Et aujourd'hui, du coup, tu batailles plus, quoi. Voilà, aujourd'hui, je bataille plus. Et en fait, des fois, faut aller tout simplement au culot, hein. Faut pas forcément se restreindre, et ça passe ou ça casse, tant pis, au moins t'as essayé. Donc, du coup, voilà. Ok. Du coup, tu fais tous les restaurants parisiens? Non, pas forcément tout. En tout cas, la demande du client. Il y a des... Est-ce que tu as un catalogue de restaurants ou non? Non, vraiment... pas encore de catalogue. C'est vraiment au bon vouloir. Après, je peux proposer certains restaurants que je peux recommander. Mais non, j'ai pas de catalogue. Okay. Et donc, les clients, ils viennent te voir finalement quand eux, ils n'ont pas pu avoir de réservation? Généralement, quand ils n'ont pas pu avoir de réservation, ou quand ils souhaitent faire une réservation tout simplement... En gros, que je m'occupe en fait de leur réservation. Et là, pareil, là, comment tu te rémunères sur cette partie-là? C'est un peu pareil, hein. Je prends la commission. Je prends la commission parce que du coup, tu as le prix du coup de la table, que le prix de la table, finalement, le restaurant. Tu le connais pas d'avance? Non, tu le connais pas d'avance, mais en fonction de ta réservation, donc à la fin, tu as un devis. T'as un total qu'on te donne. D'accord. Donc là, par exemple, on va prendre le cas de ton client pour le Jules Verne. Toi, quand tu contactes le restaurant, ils te font un devis? Oui, bien sûr. Ils me font un devis en me demandant le nombre de personnes, etc., les plats, du coup, etc. Donc, tu as des menus proposés et fonctions. D'accord. Ils choisissent en avance? Bien sûr. Si. Tout est choisi en avance, ce que, par rapport à la demande de ton client, en fait. Et en fait, généralement, tu as des restaurants qui te proposent déjà les plats, mais tu sais, c'est de la gastro. Généralement, ils vont te demander des restaurants gastronomie française assez, voilà. Mais tu as toujours normalement un peu les cartes, le visu sur les cartes. Et donc, du coup, tu as un devis à la fin et ils te donnent le montant, soit de la réservation, soit payé en avance. En tout cas, le cas de Jules Verne, tu dois payer en avance. Ah oui. Ouais, c'est pas. Oui, mais si jamais on veut rajouter une bouteille de vin. Mais ça après tu peux rajouter. Ça c'est le client dès qu'il est là-bas, il a la possibilité là de pouvoir rajouter. Ah oui, il faut payer en avance. Oui. D'accord. Ouais. Et donc toi quand c'est comme ça, tu avances les frais pour tes clients? Alors moi je n'avance pas les frais, je fais payer en acompte. Soit en acompte ou même des fois c'est la totalité, ça dépend des conditions du restaurant. Mais j'avance pas forcément les frais. Moi, sur les restaurants, je fonctionne en acompte. Comme ça me permet de bloquer en tout cas la réservation entre moi et le restaurant. Et voilà. Après, le client payera lui-même soit le client payera lui-même le reste, soit c'est moi qui devra solder ou pas au moment même le tarif. Ok, voilà. Mais ça, du coup, tu préviens le client pour pas que lui, il refasse un paiement exactement, là-bas et que tout toi, à tu fait. reçoives... Tout est détaillé, en tout cas, dans le devis que moi, je donne. D'accord, ok. Et c'est vrai que finalement, je t'ai pas posé la question, mais pour l'aspect personal shopper aussi, est-ce que du coup les clients te versent un acompte? Non, sur les achats personal shopping, je fonctionne pas du tout à l'acompte, je prends pas du tout d'acompte, c'est vraiment la totalité du paiement. Que le client doit me verser pour que moi je puisse à la validation du devis. Que je puisse aller faire l'achat. Avant, quand je débutais, je prenais des acomptes, mais j'ai arrêté de le faire. Tu t'es déjà retrouvée avec des clients qui n'ont pas payé le reste ou... En fait, tu as des désistements et des fois, tu dois aussi... avec un article. Ouais, des fois, tu te retrouves avec des articles, t'as pas forcément envie de les avoir. Et puis même ta crédibilité auprès des marques, en fait. Parce que t'as des gens derrière, en fait. C'est tout un travail. Eux font tout pour t'avoir la pièce. Donc, ça empiète sur le stock de d'autres personnes. T'as tout ça, ta crédibilité, elle rentre en jeu. Donc, les relations, faut les entretenir. Donc, dès le début. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, un autre conseil finalement, que de quelque chose que tu as appris. Ok, c'est quoi les projets là du coup de Emma Agency? Les projets de Emma Agency, éventuellement embaucher par la suite, parce que du coup, comme je t'ai dit, pour l'instant je prends que des stagiaires. J'espère en tout cas grandir encore davantage. J'estime pas encore être au top du top, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais encore des erreurs, mais grossir encore... recruter. En tout cas, on te souhaite de grossir. Merci. On te souhaite de recruter. Pas qu'une, pas deux, pas trois. Mais voilà.
plusieurs autres personnes, que tu crées de l'emploi en France. Et à l'étranger aussi. Voilà. C'est ce que j'allais dire, que tu t'exportes ailleurs, à l'étranger. En tout cas, merci encore d'être passé dans Human Talks. Et puis, je sais pas, tu as un mot pour la fin? Qu'est-ce que tu as à dire à toutes les personnes qui t'ont écouté, toutes les personnes que tu vas inspirer? Merci déjà de m'avoir donné ce temps de parole. Et toutes les personnes qui souhaitent faire le métier. Comme j'ai pu dire, entourez-vous bien, soyez passionnés parce que c'est important d'être passionné dans ce qu'on fait. C'est pas forcément voir le côté gagner de l'argent, parce qu'aujourd'hui les gens ils se disent entreprendre c'est trop bien, je peux gagner de l'argent rapidement et facilement, alors que non. Il y a des bas, il y a des hauts, il y a beaucoup de bas. J'insiste sur ça. Et l'image aussi. L'image, c'est super important de prendre soin de son image. Donc voilà, c'est les conseils que je pourrais donner. Être passionné et bien s'entourer. Ouais. Tu m'as fait penser à un truc parce que tu as dit il y a des hauts, il y a des... Enfin, c'est pas que l'argent. Est-ce que tu as eu des pertes, toi, déjà, là, en 5 ans? Oui, bien sûr. Les pertes, il y en aura toujours. Et même... du début jusqu'à la fin, il y en aura. Après, le but, c'est pas de rester sur cette cadence-là, mais des pertes, il y en a, il faut les accepter. Comment tu t'es retrouvée dans une situation de perte? Comme tout à l'heure, tu parlais, par exemple, des articles des clients qui vont commander, qui vont donner des acomptes et au final, ils prennent pas. Ça, déjà, ça fait aussi partie des pertes, parce que toi, tu avances ton argent, ça fait partie des pertes. Tout ça, en fait, c'est des inconvénients, parce qu'au final, quand tu es entrepreneur, c'est toi toute seule. C'est pas comme Galeries Lafayette, derrière, ils ont une trésorerie qui vont te... Non, ça, c'est toi-même tout seul qui doit te démener pour... Ah oui, c'est comme ça. En plus, surtout quand tu débutes, c'est toi-même ton argent que tu vas aller piocher dans... Mais oui, c'est comme ça. Donc, les pertes, oui. Donc, est-ce que tu t'es déjà retrouvée à garder un article finalement qui était pour un client, à le garder pour toi? Ouais. Moi, ça m'est arrivé, mais énormément. Je me retrouve à donner même... Ton propre argent pour la société, en fait. Mais c'est ça, en fait. Tu te retrouves avec des articles que tu veux pas forcément garder. Soit t'arrives à les vendre, à les revendre derrière. Et même des fois, ça part pas. Donc, tu les gardes. Et c'est chiant, en fait. C'est chiant parce qu'en plus, si tu revends, tu vas pas forcément faire une plus-value dessus. Parce que tu as envie que ça parte vite. Donc, tout ça aussi, c'est des pertes. En gros, et puis même l'investissement aussi. Parce que quand tu entreprends, tu vois, tout à l'heure, tu parlais aussi des bureaux. Tout ça, c'est des investissements. Bon, après, je suis plus en statut auto-entrepreneur. Quand tu passes dans nos statuts, tu as des trucs qui sont mis en place, etc. Les banques te font des prêts et tout, etc. Quand tu entreprends, forcément, même déjà ton essence aussi, c'est ton propre argent. Enfin, ça, t'es pas remboursé sur ça. Enfin, tu vois. Donc, il y a tout ça. Bon, après, je vais pas dire que l'essence, c'est une perte. Parce que normalement, tu es censé le récupérer sur ce que tu fais. Tout à fait. Mais voilà, tu as des fois des ventes qui n'aboutissent pas forcément. Donc, en gros, pour démarrer, finalement, Emma Agencée, donc au début, tu étais salariée, tu commençais un petit peu. Tu n'as pas vraiment commencé avec une enveloppe précise, parce qu'au début, c'était le bouche à oreille. Tu as juste fait tes flyers, ton site internet. Le site internet, tu l'as fait toi-même ou tu es passée par un professionnel? Alors, moi, j'ai pas fait mon site internet toute seule. À l'époque, j'étais passée par une agence de communication qui n'existe plus d'ailleurs. Ça t'avait coûté combien à peu près? Ça m'avait coûté, c'était un abonnement que j'avais pris parce qu'il faisait le site internet et il te proposait en fait les possibilités de paiement en plusieurs fois. Et du coup, je crois au total, l'enveloppe c'était aux alentours de 400. Je me suis rendu compte que ça me convenait pas parce que du coup, moi, ma clientèle n'avait pas besoin du site internet. Du coup, ça, c'est un truc que j'avais enlevé. Et petit à petit aussi, j'ai enlevé les paiements plusieurs fois. Parce que ça, je l'ai pas évoqué, mais c'est vrai que... au tout début, j'avais instauré en fait ce système de paiement plusieurs fois où les clients, je leur envoyais un lien pour payer. Ils pouvaient payer en 4 fois, 5 fois, 10 fois. Sauf que je me suis rendu compte que ça te fait défaut de trésorerie en fait. Il y a pas que ça, mais c'est surtout la clientèle. C'est pas la clientèle que moi je voulais. Du coup, tes codes ont évolué. Voilà, mes codes ont évolué. Donc, du coup, je me dis non. Si j'habitue trop cette clientèle-là, les autres là que je veux aller chercher, les clients plus luxueux. Voilà, tu vois, ça sera pas cohérent. Donc, du coup, tout le monde est à la même échelle. Si tu veux le service Emma Agencée, tu payes comme tout le monde, quoi. Comme tout le monde. C'est ça. Ok.
Bon, bah, sur ces belles paroles, hein, tout à l'heure, on a voulu se dire au revoir, mais finalement, on est un peu revenu dans le sujet et c'était très important ce qu'elle a dit, parce que c'est vrai, tu l'avais pas évoqué. Donc, voilà, en tout cas, bah, merci encore, Emma. Avec plaisir. Allez visiter sa page Instagram. Et puis, bah, tes bureaux sont situés dans le 12e. Dans le 12e, ouais. Voilà. On était dans le 8e, maintenant on est dans le 12e. Voilà, donc elle a aussi ses bureaux dans le 12e. Donc, si jamais vous avez besoin d'un article, d'une pièce compliquée à avoir ou si vous n'avez juste pas le temps et que vous avez beaucoup d'argent, bah, contactez-la. Donc, soyez des bons payeurs par contre. Et puis, bah, merci de nous avoir écoutés. Et puis, bah, à très bientôt. À bientôt.